Donc en 2021, le pôle innovation de Novachim a lancé un cycle de webinaires sur le thème des rendez-vous de la recherche et de l'innovation pour présenter les activités et l'offre technologique des laboratoires de recherche régionaux de la filière chimie et matériaux, en partenariat avec les structures de valorisation des inventions issues de ces laboratoires, telles que la SAT Sud-Est ou encore INRAE Transfert. Donc, nous poursuivons aujourd'hui ce cycle pour 2022 avec un premier webinaire qui mettra à l'honneur l'Institut de chimie radicalaire, l'ICR, qui est un institut de recherche rattaché à Aix-Marseille Université et au CNRS, et dont les activités de recherche se situent aux interfaces de la chimie radicalaire, de la synthèse organique, des simulations, des matériaux avancés et de la biologie, avec de nombreuses applications donc, dans les domaines de la santé et des dispositifs médicaux, de l'environnement, de l'électronique ou encore de l'énergie. Donc, juste un mot avant de commencer le webinaire sur le pôle innovation de Novachim, en une minute. C'est le cluster d'entreprises de la filière chimie et matériaux de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui fédère près de 200 entreprises et de laboratoires sur le territoire. Notre mission, c'est d'assurer le développement économique et la durabilité des entreprises de la filière à travers l'innovation, le développement des compétences, la maîtrise des réglementations et aussi la formation spécifique aux activités de notre filière. Donc Novachim est adossé à France Chimie Méditerranée, qui est le syndicat professionnel régional de la branche chimie, et est soutenu par la région Sud. La structure est également labellisée CDT, donc Cellule de diffusion technologique, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Industrie, pour son rôle d'interface entre les entreprises et la recherche académique. Donc, avant de débuter le webinaire, juste un mot sur le programme. Donc, on commencera le webinaire par une présentation générale de l'Institut de chimie radicalaire par le docteur Didier Gilmès, qui est directeur de recherche CNRS et directeur donc, de l'ICR. Puis cette présentation sera suivie de la présentation des axes de recherche de chacune des équipes qui constituent l'Institut de chimie radicalaire, et qui seront faites par chacun des responsables d'équipe. Et enfin, nous finirons par une présentation faite par Marie Feuerstein, chargée de transfert de technologie, chimie, environnement à la SAT Sud-Est. Une présentation donc, de la SAT Sud-Est, qui est la structure en charge de la valorisation des inventions issues des laboratoires et de transfert de technologie vers l'industrie, qui présentera donc les missions de la SAT et l'offre technologique en lien avec l'Institut de chimie radicalaire. Donc, quelques consignes maintenant habituelles avant de laisser la parole. Je vous demanderai, je vous remercie par avance donc, de couper les micros et les vidéos pendant les présentations. Également, vous dire que nous garderons un temps d'échange spécifique en fin de webinaire, donc vous pourrez poser vos questions à ce moment-là. Ce que je vous propose, c'est de poser vos questions au fur et à mesure sur le chat et moi, je les relayerai en fin de webinaire. Voilà. Et un dernier mot pour dire que si personne ne s'y oppose, le webinaire sera enregistré et qui sera disponible ensuite en replay sur notre site internet. Voilà, je laisse maintenant la parole au docteur Gilmès pour nous présenter l'Institut de chimie radicalaire. Voilà, docteur Gilmès, c'est à vous. Merci, monsieur Moutard, merci pour la présentation. Du coup, je vais partager mon écran. Je sais. Oh, attendez, ouvrez le bac de partage. Normalement, vous devriez voir ma présentation. Je vais la passer en plein écran. Elle est en plein écran, là? On voit votre présentation. Elle n'est pas en plein écran, mais on la voit. Elle est quand même, on la voit bien. Vous pouvez faire défiler. Ce n'est pas en plein écran, par contre. Ok, bon, si c'est suffisant, je vais la laisser comme ça. Je ne sais pas pourquoi ça ne passe pas en plein écran. D'accord, mais c'est bon, là, on voit bien, on voit très bien. Je vous dis s'il y a un souci. Ok, très bien. Vous voyez la flèche aussi? Oui. Ok, très bien. Donc,
Merci encore. D'abord, je vais commencer par remercier tous les participants. C'est toujours une opportunité intéressante pour un laboratoire comme le nôtre de présenter nos activités à des industriels et puis aussi à des collègues académiques. Donc, merci à Novachim de nous offrir cette opportunité et merci Monsieur Moutard pour l'organisation jusqu'à présent. Donc, moi, je suis Didier Gigmès, je suis le directeur de l'Institut de chimie radicalaire et comme Monsieur Moutard l'a dit, nous avons 2 tutelles, nous dépendons de l'Université d'Aix-Marseille et du CNRS. Donc, l'Institut de chimie radicalaire a été créé en 2012 et je le co-dirige avec professeur Laurence Charles, qui est également directrice adjointe depuis 2012. Donc, ce qu'on a prévu aujourd'hui, c'est un overview un peu général de nos activités au niveau de l'ICR, mais également au niveau de chacune des équipes, de manière, ensuite, si vous le souhaitez, on pourra prendre contact de manière un peu plus poussée. Alors voilà, quelques éléments de contexte sur la chimie radicalaire. Alors, qu'est-ce que c'est la chimie radicalaire? Pourquoi c'est intéressant? Pourquoi c'est important? La chimie radicalaire, en fait, c'est un pan un peu particulier de la chimie, de chimie organique ou inorganique. Et ce sont les espèces radicalaires. Ici, j'ai représenté une espèce radicalaire, les premiers radicales qui a été découvert en 1900 par Max Gombert. En fait, la chimie radicalaire a longtemps été délaissée parce que généralement, ça donne des espèces qui sont transitoires et qui donnent beaucoup de réactions et parfois on a du mal à connaître le devenir de ces espèces radicalaires. Donc, ça a été délaissé parce que c'était très complexe à étudier et du coup, ne sachant pas exactement ce que devenaient ces espèces radicalaires lorsqu'elles étaient créées, eh bien, ça a été délaissé en recherche et également dans le domaine de l'enseignement. Il a fallu attendre les années 70, même si entre 1900 et 1970, on a eu des développements importants, mais il a fallu attendre les années 70 avec le développement de techniques analytiques pour observer ces espèces radicalaires, donc des espèces chimiques qui présentent un électron célibataire non appareillé, et notamment l'avènement de la résonance paramagnétique électronique qui a permis de caractériser et de suivre le devenir de ces espèces radicalaires. Donc c'est véritablement à partir de ces années 70 où on a mieux compris comment on pouvait générer ces espèces radicalaires et comment elles évoluaient ensuite dans différents milieux. À partir du moment où on a compris cette réactivité, eh bien on a réussi à la dompter et maintenant on la maîtrise pour pouvoir en faire des choses intéressantes dans divers domaines. Alors, par exemple, on sait que les espèces radicalaires aujourd'hui ont un rôle important dans différents processus biologiques. Donc, je pense qu'on aura des exemples aujourd'hui, notamment dans un contexte qu'on appelle le stress oxydant, où on va avoir un déséquilibre entre les espèces oxydantes et les espèces antioxydantes qui sont censées protéger l'organisme. Généralement, dans différents processus biologiques et pathologiques, on peut avoir une production incontrôlée d'espèces radicalaires, notamment centrées à l'oxygène, qui peuvent causer des dommages importants au niveau de l'ADN, par exemple. Grâce à la maîtrise de la réactivité des espèces radicalaires, eh bien, on est capable aussi maintenant de proposer de nouvelles méthodologies en synthèse organique pour pouvoir faire des transformations chimiques qu'on ne sait pas faire par les méthodes classiques de synthèse organique, comme les méthodes basées sur de la chimie ionique, par exemple. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on a réussi à trouver des méthodes qui permettent de faire des réactions qui, aujourd'hui, nous offrent la possibilité de synthétiser des molécules qui n'étaient pas possible de préparer par le passé. Ensuite, il y a un pan très important dans le domaine de la chimie radicalaire, c'est le domaine des radicaux stables. Donc, j'ai dit que ces espèces radicalaires étaient généralement transitoires, mais il existe plusieurs familles qui sont très stables et qu'on peut synthétiser, isoler, stocker, faire voyager comme n'importe quelle espèce chimique diamagnétique, très stable. Donc, et ces radicaux stables, vous le verrez aujourd'hui, ont des applications très intéressantes, notamment dans un domaine qu'on appelle la polymérisation, la RMN couplée à la polarisation dynamique nucléaire. Donc, on les utilise comme des agents polarisants pour exalter les signaux de RMN. Un autre pan très important de la chimie radicalaire, c'est le domaine de la polymérisation radicalaire, où aujourd'hui, on est capable de synthétiser avec différentes techniques de polymérisation radicalaire plusieurs matériaux présentant des architectures et des compositions contrôlées, permettant ainsi de contrôler les propriétés macroscopiques des polymères préparés. Et bien, les activités de l'Institut de chimie radicalaire se situent
autour de ces axes-là que je viens de présenter. Et on a deux objectifs principaux qui sont les suivants et qui consistent à explorer, contrôler et utiliser la réactivité des espèces radicalaires. Et le deuxième objectif, c'est créer de nouvelles espèces radicalaires stables pour des applications ciblées. Ces deux objectifs, ensuite, on les articule au niveau de différentes applications dans le domaine de la synthèse organique, dans le domaine de la biologie et de la santé, et dans le domaine des matériaux. Alors, quelques chiffres clés concernant l'Institut de chimie radicalaire, c'est 132 personnes, dont 72 permanents, 42 doctorants et 18 postdocs. On est organisé en équipe de recherche avec un animateur responsable scientifique pour chacune de ces équipes. On a un service commun de résonance paramagnétique électronique, et ça c'est très intéressant pour justement ce que je disais, caractériser, observer les espèces radicalaires que nous préparons ou les processus radicalaires que nous souhaitons étudier. Nous publions environ 110 articles par an, environ 4 brevets. Nous avons un budget d'environ 2,5 millions par an, et nous sommes situés sur deux sites, le campus Saint-Jérôme, à Marseille, et puis le campus Timone, également à Marseille. Les deux campus sont distants d'environ une petite dizaine de kilomètres. Au niveau du budget, notre budget, je disais, est d'environ de 2,5 millions par an, et cet argent, en fait, il provient en majorité de ressources propres, pour plus de 85%, les 15% restants étant de la dotation récurrente, c'est-à-dire que c'est environ 300 000 € que l'État nous verse de manière automatique chaque année. Par contre, les 2 millions restants, eh bien, nous les obtenons suite à des réponses à différents appels à projets, donc, qui sont pilotés en local, au niveau national ou au niveau européen. Et puis, nous avons également plusieurs contrats industriels. Donc, en 2021, nous avions 33 projets ANR, pour certains avec des entreprises, en utilisant un instrument de l'ANR qui s'appelle le PRCE, Programme de recherche collaboratif entreprise. On en a quelques-uns. On avait 2 projets Amidex. Donc ça, c'est l'initiative d'excellence locale de l'Université d'Aix-Marseille. 2 contrats CIFRE, 2 projets européens qu'on appelle des FET Open, 2 projets européens qui sont des ERC, un projet de la Fondation pour la recherche médicale et 10 contrats industriels. Et ici, vous avez les entreprises avec lesquelles nous avons contractualisé, Bruker, Michelin, Ivoclar Vivadent, Total Energy, Vigon, Sartorius, Geminov, Arkema, Latoxan, une start-up qui s'appelle Orthoin 3D. Alors, je le disais, ici, j'ai représenté l'organigramme pour vous familiariser un petit peu avec les acronymes des différentes équipes que vous allez voir tout à l'heure. Donc, on a l'équipe chimie théorique, dont le responsable est le professeur Nicolas Ferré. L'équipe chimie moléculaire organique, c'est le docteur Stéphane Gastaldi. L'équipe CROPS, donc j'en suis également l'animateur, chimie radicalaire organique et polymère de spécialité. L'équipe CRAB, chimie radicalaire appliquée à la biologie, dont le responsable est le professeur Gérard Audran. L'équipe pharmacochimie radicalaire, dont le responsable est le professeur Patrice Vanel, mais qui sera représenté aujourd'hui par le docteur Nicolas Prima. L'équipe spectrométrie appliquée à la chimie structurale, donc aujourd'hui, normalement c'était le professeur Laurence Charles qui devait faire la présentation, mais je crois qu'elle a un souci de dernière minute et ne pourra pas se joindre à nous. Ensuite, l'équipe sonde moléculaire en biologie et stress oxydant qui est animée par le docteur Sylvia Pietri, et l'équipe synthèse et réactivité des espèces paramagnétiques qui est animée par le professeur Olivier Wary. Donc, je vais tout de suite enchaîner avec les activités de recherche de l'équipe que j'anime, qui s'appelle chimie radicalaire organique et polymère de spécialité. Donc, comme l'acronyme et le titre développé de cette équipe le suggère, nos activités de recherche s'articulent à l'interface de la chimie radicalaire et de la chimie des polymères. Nous sommes des chimistes macromoléculaires et nous avons 2 objectifs, à savoir développer de nouvelles méthodologies pour la synthèse de polymères à architecture et composition contrôlée, et un deuxième objectif qui consiste à concevoir et synthétiser des polymères à architecture et composition complexes pour des applications dans les domaines de l'énergie, l'environnement et la santé. En fait, ce qui nous intéresse, c'est, vous le voyez ici sur cette diapositive, c'est pouvoir contrôler la composition, l'architecture ou la fonctionnalité des chaînes de polymères, notamment à travers des copolymères diblocs, ainsi où on a 2 blocs de polymères qui sont liés de manière covalente,
pour pouvoir moduler précisément les propriétés macroscopiques des polymères qui en résultent. En fait, si vous faites un mélange de deux homopolymères, en espérant obtenir une synergie au niveau de ce mélange des polymères, eh bien, généralement, ça ne fonctionne pas, un peu comme si vous mélangez de l'eau et de l'huile. On n'a pas un mélange homogène des deux homopolymères. Pour pouvoir avoir une synergie des propriétés, eh bien, il faut pouvoir attacher de manière covalente deux polymères de nature différente. Alors, c'est exactement ce que nous essayons de faire, c'est trouver des méthodologies qui permettent d'attacher de manière covalente ces deux segments de polymères. Eh bien, pour y parvenir, nous avons des compétences complémentaires au sein de l'équipe, et notre équipe s'articule autour de 3 axes qui sont de la méthodologie, où on va avoir des compétences en chimie radicalaire, en synthèse organique, des études physico-chimiques, en chimie organométallique. Un axe de recherche concernant la conception et la synthèse de polymères, où on va développer des techniques de polymérisation radicalaire contrôlée, en particulier en utilisant la polymérisation radicalaire contrôlée par nitroxyde, des développements en ingénierie macromoléculaire, mais également des cinétiques de polymérisation, et puis on a aussi un axe sur la synthèse de composites, de nanoparticules de silice polymères. Lorsqu'on parle d'architecture complexe et de polymères avec des compositions contrôlées, on se heurte immédiatement à un problème de caractérisation. Donc on passe aussi énormément de temps à caractériser les polymères que nous synthétisons en utilisant des techniques de chromatographie d'exclusion stérique, de chromatographie liquide haute pression, également d'ATG couplé à GCMS, de la DSC, mais également des études de rhéologie. Actuellement, l'équipe est composée de 24 personnes, 12 permanents, 10 doctorants et 2 postdocs. Alors, quelques exemples pour illustrer mes propos, notamment sur la synthèse des copolymères à bloc. Alors, l'intérêt de ces copolymères à bloc, c'est de pouvoir remplir des cahiers des charges très contraints et très compliqués à atteindre, notamment dans 2 secteurs qui sont le domaine de l'énergie, avec la synthèse d'électrolytes solides, en particulier pour une technologie qu'on appelle le lithium métallique. Ici, il est intéressant d'avoir des électrolytes qui présentent des propriétés mécaniques élevées, une conductivité ionique élevée, un faible coût de revient, une résistance électrochimique également élevée. Eh bien, c'est un axe de recherche que nous développons déjà depuis plus de 10 ans et nous avons mis le doigt sur une famille de copolymères qui présentent aujourd'hui des performances inégalées dans le domaine de la littérature. Donc, vous voyez ici une architecture un peu particulière où on va avoir un bloc central qui va assurer la conductivité ionique et des blocs extérieurs qui vont assurer la résistance mécanique ainsi qu'une efficacité accrue pour le transport des ions d'une électrode à l'autre. Dans le domaine de la santé, toujours l'intérêt de synthétiser des copolymères à bloc pour remplir un cahier des charges très compliqué. Dans ce contexte de la biologie, on s'intéresse au développement d'hydrogel pour la réparation de la moelle épinière et en général des tissus mous. Ça peut aussi être utilisé au niveau du cerveau. Donc en général, quand on a des lésions au niveau de la moelle épinière, eh bien, on connaît les conséquences dramatiques. Il y a différentes stratégies, mais une des stratégies consiste à implanter un hydrogel pour essayer de favoriser la repousse axonale et la repousse cellulaire au niveau des nerfs et des neurones qui ont été lésés. Alors pour ça, eh bien, on a envisagé une approche de copolymère à bloc, ici notamment avec un bloc de PLA et un bloc de PHEMA. Eh bien, ce copolymère à bloc va apporter des propriétés d'hydrophilie pour avoir un matériau qui présente des propriétés mécaniques compatibles avec l'application qu'on souhaite, mais également un bloc de PLA qui est dégradable parce qu'une fois que le corps a été réparé, je dirais, il n'est plus nécessaire que l'hydrogel reste en place et ce bloc dégradable va permettre ensuite une élimination in situ de l'hydrogel qui a été implanté. Donc ça, c'est un projet qu'on développe avec des collègues biologistes de Luminus. On s'intéresse également à la synthèse de polymères dégradables. On sait très bien aujourd'hui que les polymères n'ont pas une très bonne presse parce qu'ils sont décriés pour leur accumulation dans l'environnement ou dans les océans. Eh bien, il y a une problématique importante, c'est d'essayer de trouver des méthodes pour le recyclage de ces polymères et également pour leur conférer un caractère dégradable lorsqu'ils ne le sont pas. Bien, nous, c'est ce que nous essayons de faire en utilisant de la copolymérisation radicalaire de monomères par ouverture de cycle. Très brièvement, ici, vous avez par exemple un polystyrène. Nous avons réussi à le copolymériser avec un monomère tout à fait spécifique, ici un monomère cyclique. Donc,
qui permet d'introduire de manière régulière et espacée des motifs qui sont supposés s'hydrolyser. Donc ici, si vous êtes à la place de l'Y, vous imaginez un oxygène, et à la place du Z, vous imaginez également un oxygène, vous avez une fonction ester. Et ces fonctions ester, on sait qu'elles sont hydrolysables. Donc c'est un moyen de préparer un polymère comme le polystyrène qui n'était pas dégradable, d'introduire un caractère de dégradabilité en faisant une copolymérisation radicale. Nous avons montré que ces polystyrènes pouvaient être dégradés dans les conditions d'hydrolyse basique. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'introduction de ces motifs en faible quantité n'altère pas les propriétés mécaniques du polystyrène initial. Nous consacrons énormément d'efforts également dans un domaine qu'on appelle la photopolymérisation. La photopolymérisation connaît un engouement incroyable ces dernières années parce que c'est un procédé rapide, c'est un procédé qui permet de faire des polymérisations spatialement contrôlées. Si on irradie par exemple ici à travers un masque, on va pouvoir polymériser dans des zones sélectionnées et on a de faibles émissions de composés organovolatiles. Ça connaît aussi un fort engouement grâce à l'impression 3D, notamment grâce à la stérolithographie. Par contre, les inconvénients sont liés au fait qu'il existe peu de systèmes efficaces dans le visible et pour des échantillons épais ou chargés, par exemple pour des composites. Donc, c'est un travail que nous développons avec un collègue à Mulhouse, le professeur Jacques Lalvé, et nous avons mis au point différentes familles qui sont efficaces dans le domaine du visible et qui permettent de polymériser sur des fortes épaisseurs et même de composites. Donc voilà, je ne vais pas être plus long et j'espère que je n'ai pas dépassé le temps. Simplement quelques remerciements parce que c'est un travail collaboratif, je vais signaler. Le professeur Jacques Lalvé à Mulhouse, le professeur Renaud Boucher à Grenoble pour la partie électrochimie et les collègues de Marseille pour la partie sur les hydrogels pour les applications biologiques, et Jérôme Laurin et Patrick de Cherchy. Je remercie Aix-Marseille Université, le CNRS pour le soutien financier, également l'ANR et la SAT Sud-Est qui nous a financé des projets de maturation, notamment dans le domaine des batteries. Et puis, évidemment, je remercie également toute l'équipe CROPS qui fait un travail remarquable au quotidien. Et merci à tous pour votre attention. Merci, Dr Gigmès, pour cette présentation. Mais maintenant, je vais passer la parole au professeur Olivier Ouari, donc, qui est responsable de l'équipe structure et réactivité des espèces paramagnétiques, SREP, et également responsable scientifique de la plateforme RPE. Donc, je vais laisser présenter ses activités. Voilà, professeur Ouari, la parole est à vous. Je mets votre diaporama. Parfait. Diaporama. Bonjour. Et je vous laisse la parole. Bonjour. Bonjour, merci à tous de vous être joints à ce webinaire et merci à Stéphane pour l'organisation de cette séance d'échange. Donc oui, je suis l'animateur de l'équipe SREP pour structure et réactivité des espèces paramagnétiques. Alors nous avons un profil légèrement différent de celui de Didier du CROPS. Donc nous on est moins orienté, on n'est pas orienté sur les matériaux et les polymères, mais plus sur ce qui se passe au niveau moléculaire, mais toujours avec ce socle de chimie organique et de chimie radicalaire et d'essayer de concevoir, de mieux comprendre leur réactivité, de concevoir des solutions efficaces pour des applications ciblées. Donc voilà, s'il vous plaît, si vous pouvez passer au transparent suivant. Donc voilà, j'ai essayé de résumer ici sur ce transparent quelques mots-clés, un peu en fait les expertises que l'on a dans l'équipe. Donc on a un gros bagage de chimie organique et de chimie radicalaire, évidemment, et donc dans la détection des radicaux libres, et notamment sont impliqués dans le stress oxydant, mais pas que, également sont impliqués dans des matériaux ou d'autres systèmes qu'on va chercher à comprendre les processus de vieillissement ou de dégradation. Mais également, différentes compétences qu'on a dans l'équipe sont la synthèse organique, la physico-chimie organique avec l'étude de processus redox, de processus photochimiques, mais également on a une composante à l'interface avec la biologie. Depuis quelques années, on s'est intéressé donc via notre développement de sondes pour étudier le stress oxydant à mieux comprendre le rôle de la mitochondrie dans la bioénergétique, notamment dans les tissus cancéreux. Et puis également, on a un volet aussi analytique. Quotidiennement, on travaille avec les systèmes d'HPLC, de LCMS, de fluorescence, et puis évidemment les plateformes de spectroscopie de RPE.
Voilà, je pense que j'ai donné un aperçu, 2 mots-clés, chimie organique, synthèse et études physico-chimiques. Transparent suivant, s'il vous plaît. Donc voilà, sur ce transparent, je vous ai montré, j'ai sélectionné quelques faits marquants de notre activité de recherche ces dernières années. Donc, on travaille depuis une petite dizaine d'années sur le développement de biradicaux pour des applications en polarisation dynamique nucléaire, qui est en fait une technique qui permet de booster par un facteur 10 000 à peu près la sensibilité de l'ARMN, mais aussi de l'IRM, qui est l'imagerie médicale. Concrètement, on peut voir maintenant des choses que l'on aurait rêvé voir il y a quelques mois, quelques années. Donc, c'est vraiment une belle avancée en spectroscopie de résonance magnétique. Donc, notre rôle a été vraiment d'explorer un peu ce domaine pour essayer de comprendre les mécanismes impliqués et de designer des molécules performantes. On a aussi une activité donc, qui est plus historique, qui est liée sur la détection des espèces réactives de l'oxygène, donc des radicaux libres produits dans le cas de situations de stress oxydant. Donc, on a un volet soit détection par RPE, soit par sonde fluorescente. Et puis, ce travail-là nous a amené, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, à l'interface avec la biologie, à essayer de mieux comprendre le rôle de la mitochondrie dans la reprogrammation cellulaire qui se passe dans certaines pathologies telles que les maladies neurodégénératives ou les cancers. Et donc, en comprenant mieux ces processus biochimiques, on s'intéresse à développer une nouvelle approche thérapeutique en venant interagir avec la mitochondrie pour favoriser ou bloquer certaines voies métaboliques. Donc voilà, tous ces travaux ont conduit à des publications évidemment et des brevets dans les dernières années. Et puis comme l'indiquait Didier tout à l'heure, tous nos travaux de recherche se font en collaboration. Et donc vous voyez, soit sur la partie espèces réactives de l'oxygène, on collabore beaucoup avec le groupe du professeur Kaliana Raman aux États-Unis. Et puis sur la partie DNP, on a des collègues en Suisse ou en France avec qui on collabore de manière régulière. Sur le transparent suivant, je vais vous résumer finalement les réalisations que l'on a eues avec des partenaires industriels au cours des 5-6 dernières années. Donc, je n'ai pas nommé les industriels de manière volontaire, puisqu'on est lié souvent par des contrats de confidentialité, mais bon, avec une compagnie qui produit des pneus, une grosse compagnie de pneumatiques, on a étudié, ils nous ont sollicité pour mieux comprendre certains processus de vieillissement, de dégradation de leur élastomère, ou voir lorsqu'ils changeaient quelque chose dans leur formulation, l'impact que cela avait. Également, nous sommes intéressés à proposer des solutions de dépollution de l'eau. Et puis également, on a interagi pendant quelques années avec une société dans le monde de la cosmétique qui était intéressée par déterminer le pouvoir antioxydant et puis voir sur quel type de radicaux libres leur principe actif influait et à quelle dose et comment la formulation jouait un rôle sur l'efficacité de leurs produits. Régulièrement, donc, nous sommes amenés à faire des analyses et de dosage en LCMS ou de fluorescence ou de recherche de radicaux libres pour différentes sociétés. Et puis également, je n'en ai pas parlé avant, on est impliqué depuis quelques années dans la thématique de l'énergie, que ce soit dans le stockage de l'énergie ou le développement de vecteurs énergétiques, donc soit les batteries au lithium, soit la technologie de redox flow. Et puis également, voilà, une partie de nos activités de recherche ont conduit à développer des réactifs qui sont maintenant dans le commerce et qui sont utilisés par tous les groupes, notamment en polarisation dynamique nucléaire. Et donc, il y a eu tout un travail de scale-up, de mise au point, de transfert technologique, de savoir-faire pour que ces produits soient sur le marché. Voilà, j'espère que j'ai respecté le timing. Si vous êtes intéressé, si vous voulez plus de détails, vous pouvez me contacter, je vous ai remis mon email. Et puis également, juste un dernier point, quand on est sollicité par une société, en fait, il y a un premier contact, on va voir si on est vraiment le laboratoire qui est la bonne porte d'accès. Si on a les compétences, ça ne va pas être toujours possible, soit parce qu'on n'a pas le manpower pour répondre à cette sollicitation dans le temps imparti, ou parce qu'on pense qu'il y a des collègues qui sont plus pertinents et donc on réoriente l'industriel. Et puis également, d'un point de vue administratif, on a différents guichets pour gérer ces prestations, soit Protis Valor, soit le CNRS, soit l'université. Donc généralement, en fonction de
de la société, on s'oriente pour avoir un délai de réponse, de formalisation de 2 mois généralement. Voilà. À bientôt peut-être. Merci, professeur Ouari. Au niveau timing, c'était parfait, je vous confirme. Et merci pour votre présentation complète. Maintenant, je vais passer la parole et laisser la main au professeur Gérard Audran, professeur d'université Aix-Marseille, qui est responsable de l'équipe chimie radicalaire appliquée à la biologie, l'équipe CRAB. Voilà, professeur Audran, c'est à vous. Et je mets votre présentation. Et voilà. Je vous laisse la parole. On ne vous entend pas, votre micro est coupé par contre, il faut l'ouvrir. Merci. Oui. Non, c'est toujours intéressant effectivement de discuter avec le service valorisation, parce que comme ça, au moins, on peut espérer valoriser nos travaux de recherche. Et donc, je vous remercie pour avoir organisé cette réunion. Et donc, alors moi, je me présente, Gérard Audran. Je suis responsable de l'équipe chimie radicale appliquée à la biologie. Et depuis quelques années, on fait également des matériaux. Et donc, j'ai accès, comme la présentation est assez courte et brève, j'ai accès nos axes de recherche en collaboration avec les industries. Donc, dans le prochain transparent, le prochain transparent, vous m'entendez? Oui, c'est bon, allez-y. Donc, le prochain transparent, je n'ai pas la suite. Allô? Oui, c'est bon. Normalement, c'est bon. Allez-y. Ah, ça Désolé, colle, voilà, c'est moi. bon. Je pense qu'il y a un transparent avant, 2. Je pense qu'il y a un transparent juste avant. Non, 2. Ah, encore? D'accord. Voilà. Voilà, celui-là, c'est bon. Oui, non, ça c'est le 1. Ça c'est le 1, ça c'est le 2. Merci. Et donc, c'était pour situer un peu le périmètre de notre équipe. On est 4 enseignants-chercheurs, donc moi-même, il y a le professeur Sylvain Marc, il y a le professeur Maurice Santelli, qui est professeur émérite, et une collègue maître de conférence, Valérie Roubaud. Actuellement, il y a 4 doctorants et 2 postdoctorants. Et donc, dans le transparent suivant, je vais vous présenter effectivement les thématiques de recherche. Donc, le 3, donc on travaille sur les espèces radicalaires, et donc on prépare des espèces radicalaires stables, notamment des nitroxydes, ou bien on génère des radicaux in situ par l'élaboration d'alkoxyamine. Et donc, les thématiques d'application sont l'élaboration de sondes pour une application médicale, ou bien effectivement de polymères en matériaux, en imagerie également. On essaye d'inventer l'IRM de demain en améliorant effectivement le système de contraste. Et également, nous sommes impliqués pour l'élaboration de médicaments. Et donc, dans le transparent suivant, je vous ai présenté effectivement... Oui, je pense que votre système il est un peu plus lent. Dans le premier projet, effectivement... Il y a un petit décalage. Oui, c'est pas grave. Qu'on développe, sont avec différents partenaires. Donc, il y a 2 industriels localisés à Lyon, Chem1 et Arkema. Et il y a également 2 équipes de recherche financées par le public. Donc, notre équipe, le CRAB, et également le CROPS. Et donc, le but, c'est de synthétiser des alkoxyamines comme amorceurs sécurisés et écologiques pour la polymérisation radicalaire classique. Surtout qu'il y a eu pas mal de soucis en chimie suite à des explosions. On peut parler d'AZF. Et donc, actuellement, on souhaite synthétiser des systèmes qu'on peut stocker et utiliser pour faire des polymères utilisés pour les polymères par voie radicalaire. Et donc, ça nous a permis d'avoir 2 projets ANR, dont un actuellement est en cours. C'est l'ANR ARES, qui a débuté en 2021. Donc, allez-y pour le suivant. Et donc, là, je vous présente en fait l'idée. C'est la synthèse d'alkoxyamine stable. Ce sont des espèces qu'on peut stocker et qui ne sont pas dégradables. Et suite à un stimuli, effectivement, on les conduit
à devenir fragiles et labiles, et donc ces espèces peuvent conduire à des systèmes radicalaires à la demande. Et donc, ce système-là intéresse énormément les industriels parce qu'on peut stocker un composé très stable et puis on peut le changer à façon pour qu'il puisse devenir fragile et conduire à des espèces radicalaires utilisées pour de la polymérisation. Dans le transparent suivant, je vous montre aussi un autre projet qu'on a actuellement. Hein. C'est avec la société ILTI qui est basée au Liechtenstein. Donc, il y a notre équipe, effectivement, l'équipe chimie radicalaire appliquée à la biologie, et deux équipes étrangères, deux équipes autrichiennes situées à l'université de Graz. Et donc, cette fois-ci, ce n'est pas l'utilisation des alcoxylamines en tant qu'amorceurs, mais cette fois-ci, c'est pour les employer en tant qu'inhibiteurs radicalaires afin de contrôler la polymérisation. Et donc, ce projet a été financé par une ANR, notamment par un PRCI qu'on appelle Smart Inhibitors, et qui débutera en février 2022. Et donc, l'idée, comme je vous le présente dans le transparent suivant, c'est de créer des chevilles chimiques. Effectivement, lorsqu'on veut consolider deux systèmes, on voit dans l'image effectivement une particule un peu marron clair. C'est un polymère. Le problème, effectivement, a été posé par un industriel qui nous a expliqué qu'effectivement, à une température supérieure à 30 degrés, cette polymérisation, cette rigidité du système n'est pas complète et crée des problèmes de finition. Et donc, effectivement, nous avons décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps et nous avons effectivement obtenu le projet ANR. Et donc, le principe est développé dans le transparent suivant. Et donc, quand il n'y a pas d'alcoxyamine dite intelligente, à température inférieure à 30 degrés, il n'y a pas de problème. La polymérisation pour consolider les édifices est réalisée de manière remarquable. Par contre, au-delà de 30 degrés, le système s'emballe et la réaction devient incomplète et beaucoup moins robuste. Et donc, l'idée, c'est d'élaborer des systèmes dits intelligents qui, en fonction de la température, crée un système de fragilité des alcoxyamines, conduisant à l'élaboration de radicaux qui vont pouvoir contrôler l'exothermicité de la réaction et donc pouvoir réaliser cette consolidation à différentes températures. Effectivement, lorsqu'on travaille en Finlande, il n'y a pas de problème, mais bien souvent, on peut construire des édifices dans l'hémisphère sud où on atteint des températures de 40 degrés. Et donc, ce système peut être efficace parce que le contrôle sera réalisé à ces températures-là en réalisant la synthèse d'alcoxyamide dite intelligente comme inhibiteur. Donc, dans le transparent suivant, je vous présente le dernier projet, effectivement, avec un industriel. C'est la société Sartorius Stedim, qui est basée à Aubagne. Et donc, il y a effectivement notre équipe et également l'IMBE qui est impliquée. Là, c'est l'industriel qui avait eu un souci et donc il a financé 3 thèses depuis 10 ans. Donc, la prochaine thèse va démarrer en 2022. Hein. Et donc, l'idée, c'est d'étudier de manière systémique les effets de l'irradiation gamma sur des films multicouches utilisés en biopharmacie. Et donc, en 2021, on a créé un consortium NABLO avec les mêmes partenaires. En plus, il y a 2 équipes effectivement étrangères, notamment américaines, qui sont impliquées dans ce processus d'échange de chercheurs et d'élaborer une recherche dans ce domaine-là. Et donc, l'idée, effectivement, dans le transparent suivant, c'est d'irradier des multicouches de P, de VA par rayon gamma ou par faisceau électronique ou par rayon X. Et ensuite, on regarde l'impact qu'a ces rayonnements en infrarouge, avec le pH, en DCS, en colorimétrie, en mécanique, en biocompatibilité,
Et donc plein de systèmes différents. Et ça nous a permis effectivement de faire une quinzaine de publications dans ce domaine-là. Et donc, on a perdu le professeur Audran. Donc, bon, a priori, on a perdu le professeur Audran, qui présentait donc son équipe. Je pense qu'il arrivait vers la fin de sa présentation. Ce que Oui, je propose, je pense aussi. Voilà, ce que je propose, c'est de passer, donc je remercie le professeur Audran pour sa présentation, c'est de passer à la présentation suivante et de donner la parole au docteur Nicolas Prima, qui représente donc, qui est maître de conférence à la faculté de pharmacie d'Aix-Marseille et qui représente donc l'équipe pharmacochimie radicalaire, PCR, dirigée par le professeur Patrice Vanel. Voilà, donc le docteur Prima, je vous laisse la parole et Merci. Voilà, je mets votre Voilà, présentation. parfait. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors, merci pour l'invitation. Donc, comme indiqué, je représente l'équipe PCR, pharmacochimie radicalaire, qui est dirigée par le professeur Patrice Vanel. Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, l'équipe PCR est la seule équipe de l'ICR qui est excentrée, puisqu'elle est basée sur le campus santé Timone. En termes de moyens humains, l'équipe est constituée de 25 permanents, 15 enseignants-chercheurs, dont 10 BIATS, et est composée actuellement de 8 doctorants ainsi que 2 post-doctorants. En termes d'équipement, nous bénéficions d'une propre plateforme RMN qui est basée au niveau de la faculté de pharmacie, de LCMS, un chromatoliquide couplé à spectrométrie de masse, d'un plateau de synthétiseur micro-ondes, d'une boîte à gants pour conduire des manipulations sous atmosphère inerte. Et notre laboratoire est également membre de la Chimiothèque nationale. Diapo suivante. Merci. Donc, concernant le positionnement thématique de l'équipe pharmacochimie radicalaire, elle s'oriente en 2 axes principaux. Un premier qui utilise notre savoir-faire en chimie radicalaire et qui, pour cela, développe de nouveaux outils synthétiques qui utilisent des réactions radicalaires. Donc, pour cela, nous utilisons et nous développons des nouveaux donneurs d'électrons organiques, les DEO, et on s'appuie également sur des réactions un petit peu plus historiques, telles que la sRNA, ou des réactifs qui permettent de médier des réactions radicalaires, comme l'acétate de manganèse. Nous nous appuyons sur ces... Non, je n'ai pas fini. Merci. Donc, nous nous appuyons pour développer un second axe, donc sur le premier axe, qui consiste à développer notre savoir-faire en pharmacochimie, donc développer des molécules bioactives et identifier les mécanismes d'action à l'échelle moléculaire de ces dernières. Donc, pour cela, nous réalisons des pharmacomodulations, des études de relations structure-activité, diverses évaluations biologiques sur des cibles et élucider, comme je vous l'ai dit, des mécanismes d'action. Donc tout ceci nous permet d'avoir des domaines d'application dans la polymérisation, dans des domaines biologiques divers comme les antiparasitaires, les antiviraux, antifongiques, antibactériens, antiprolifératifs et plus récemment dans le domaine des antidouleurs, avec quelques exemples de collaboration industrielle ou la Fondation pour la recherche médicale. Diapo suivante. Merci. Donc pour illustrer un petit peu l'axe 1, notre savoir-faire en chimie radicalaire. Donc, depuis 2016, nous avons montré que les donneurs d'électrons organiques, basés sur des énamines, permettaient de contrôler des réactions de polymérisation, des réactions qui ont été... J'ai un écho en arrière-plan, c'est un peu pénible. Je vais essayer de couper tous les micros. Oui. Je vous remercie. Donc, ces donneurs d'électrons organiques qui montraient qu'ils pouvaient être utilisés comme initiateurs de polymérisation. C'est vrai qu'on a parlé beaucoup des alkoxyamines jusqu'à présent, mais ces DEO fonctionnent également très très bien pour conduire à des nouveaux polymères, et ce, dans des conditions douces. Diapo suivante. Donc, toujours dans cette optique, et plus récemment,
nous avons montré que ces systèmes de donneurs d'électrons organiques pouvaient médier soit de la polymérisation par système radicalaire ou par système anionique. Et en combinant l'action de ces deux mécanismes, ça permettait d'obtenir vraiment des polymères assez complexes et gérables facilement. Le gros intérêt de ce système-là est d'éviter l'emploi des peroxydes qui sont largement utilisés toujours à l'heure actuelle pour obtenir ces polymères. Diapo suivante. Donc, notre savoir-faire en pharmacochimie, qui est illustré par l'axe 2. Donc, notre laboratoire est constitué de pas mal d'enseignants-chercheurs pharmaciens. Donc, nous nous intéressons également à des molécules dotées d'action biologique. Donc, diverses publications ont montré, ont mis en exergue différents hits contre des maladies tropicales négligées, comme la maladie de Chagas ou la maladie du sommeil. Donc, des choses qui sont actives contre des parasites et dans lesquelles le mécanisme d'action moléculaire passe justement par l'obtention de radicaux. Donc, c'est la bioactivation de groupements nitro notamment. Donc, ces groupements nitro qui sont absolument essentiels à l'activité. Et ce groupement nitro, qui peut parfois faire un petit peu peur aux industriels. Donc, dans notre cas présent, nous avons bien montré que ce sont des molécules non mutagènes, non génotoxiques. Et nous avons montré qu'elles possédaient des paramètres pharmacocinétiques intéressants in vivo chez le petit modèle animal. Diapo suivante. Donc, dernier exemple, toujours en pharmacochimie, et l'intérêt de la Chimiothèque nationale. Donc, une sélection de 12 500 composés avait été effectuée, parmi eux 650 molécules potentiellement inhibiteurs de kinase. Sur ces molécules, 57 composés avaient été testés sur Plasmodium falciparum, qui est l'agent causal du paludisme, responsable d'une forte mortalité à travers le monde, plus de 400 000 morts par an. Et donc, différents hits avaient été obtenus et à cela avait été ajouté un gros travail de relation structure-activité sur une soixantaine de molécules qui avait permis de mettre en évidence un hit et différentes modulations sur une centaine de molécules ont été apportées dans le but d'obtenir des paramètres pharmacocinétiques compatibles à une utilisation chez l'homme. Donc, une molécule lead a été obtenue récemment. Donc, le gros intérêt, c'est qu'on a une action multistade sur le parasite et surtout sur les parasites résistants à l'artémisinine, qui est le traitement de base à l'heure actuelle. Donc, pas d'inhibition sur les kinases humaines, donc très bien pour la sélectivité d'action. Et nous avons une molécule qui est active in vivo chez le rongeur, donc dans le but d'obtenir des candidats médicaments qui pourraient être développés plus tard à l'aide d'autres structures. Donc voilà un petit peu pour illustrer les deux principaux axes de recherche de l'équipe PCR. Donc ces travaux, bien sûr, sont réalisés avec des supports financiers tels que l'ANR, la FRM et en collaboration avec des équipes de l'ICR, le CROPS notamment, mais également avec d'autres collègues, biologistes, que ce soit sur Marseille ou en France ou à l'étranger. Je vous remercie pour votre attention. Merci Dr Prima pour votre intervention. Donc, je rappelle que votre équipe est située sur le site de la faculté de pharmacie de la Timone, qui est le deuxième endroit, qui n'est pas au même endroit que les autres équipes de l'ICR. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup. Maintenant, je passe la parole au docteur Sylvia Pietri, qui est directeur de recherche CNRS et qui est responsable de l'équipe Sonde moléculaire et stress oxydant, SMBSO, qui va nous présenter ses activités et son laboratoire. C'est à vous, docteur Pietri, merci. Oui, bonjour, merci. Donc, ma caméra ne fonctionne pas, mais j'espère que mon micro fonctionne. On vous entend très bien, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci de votre invitation. Je vais essayer de présenter quelque chose qui sera complémentaire en fonction de ce que les autres équipes ont présenté. Et c'est ça aussi l'avantage de l'Institut de chimie radicalaire. Donc, moi, j'anime l'équipe sonde moléculaire en biologie et stress oxydant. Vous pouvez me passer la diapo suivante, s'il vous plaît? Merci, qui est au niveau de la présentation qu'a fait Didier, nous nous situons en fait réellement dans l'axe compréhension des processus radicalaires en biologie.
Donc, qui dit biologie dit équipe pluridisciplinaire. Et notre équipe actuellement est constituée de 5 permanents, donc absolument pluridisciplinaire, puisqu'il y a un chimiste organicien, un chimiste analytique, 2 physico-chimistes et moi-même de formation chimiste initialement, issue ensuite de la RMN biologique et médicale, l'imagerie, et ensuite une formation de chirurgie. Donc, équipe pluridisciplinaire pour travailler sur cette compréhension des processus radicalaires en biologie. 3 doctorants actuellement et des stagiaires en N2. Donc, depuis très longtemps, je vous le montrerai tout à l'heure, nous sommes intéressés et absolument convaincus qu'il faut des relations pérennes avec l'industrie, et nous avons d'ailleurs une convention de collaboration pour les 5 futures années et d'hébergement pour les travaux que nous faisons actuellement. Avec une société, et la société Yellen, qui a 3 salariés, donc qui sont en étroite relation avec nous et qui font leurs recherches en collaboration. Actuellement, nous avons 2 partenariats, un avec l'Institut œnologique de Champagne à Épernay, et le second, j'en parlerai également, avec la société Kiomed Pharma, qui est en Belgique. Pour vous dire l'intérêt que nous avons pour les collaborations avec les industriels, donc dans les 8 dernières années, nous avons pu réaliser une dizaine de thèses en collaboration avec ces industriels, donc grâce à des contrats industriels, l'embauche de 2 ingénieurs de recherche et 4 postdoctorants. Diapositive suivante. Merci. De par nos spécialités, donc je parlerai tout à l'heure, en fait, nos collaborations avec les industriels et même certaines structures associatives sont dans 2 domaines. Premièrement, le domaine agroalimentaire, donc en nutrition végétale et animale, et même la cosmétique. Et deuxièmement, l'industrie pharmaceutique, ça, historiquement, ce sont nos premières collaborations. Alors, l'industrie agroalimentaire, pourquoi? Parce qu'on nous demande souvent dans le cadre de développement de produits naturels, donc par exemple le groupe Roulier, qui développe des engrais et de la nourriture animale, ou biotech marine, qui extrait des algues pour diverses applications, de les aider à faire un suivi de la qualité de leurs produits, des propriétés antioxydantes ou oxydantes, de les aider à comprendre les mécanismes, de faire des études de screening et de l'aide au développement. Dans ce même contexte, nous travaillons avec des industriels un petit peu différents, comme l'Institut œnologique de Champagne. Pourquoi? Parce qu'ils développent des produits de collage pour éviter l'oxydation, bien sûr, indésirable du vin. Qui dit oxydation dit oxygène, qui dit oxydation dit aussi présence de métaux. Et tout cela permet pour eux de comprendre les mécanismes à l'intérieur de leurs produits, ces mécanismes indésirables, et d'avoir un diagnostic. Voilà. Nous avons également travaillé avec la Seita Altadis Tobacco Imperial sur les études de phase particulière et gazeuse de leurs cigarettes, dans le but de développer de nouveaux filtres avec des antioxydants, sans parler bien sûr de l'industrie cosmétique avec Yves Saint Laurent et Chanel. Je suis membre fondateur d'une association qui s'appelle Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions, qui a vu le jour en 2010 pour donner aux citoyens la connaissance de la toxicité des pollutions atmosphériques. Et donc, nous continuons à travailler en collaboration, je continue bien sûr, à travailler en collaboration avec cette association pour donner des moyens de mieux connaître la toxicité de ces polluants. Sur le plan industrie pharmaceutique, donc ça fait presque 25 ans que nous travaillons avec les industriels de l'industrie pharmaceutique, toujours dans le même contexte, puisque qui dit bien sûr compréhension des processus radicalaires, dit étude des propriétés antioxydantes in vitro et in vivo de leurs composés en développement. Donc nous participons à des études cliniques et bien sûr sur la base de prélèvements de fluides et de tissus. Par exemple, un exemple de nos réalisations, c'est le développement, que vous voyez sur la droite, d'une solution de conservation des transplants qui s'appelle Celsior, que nous avons faite à l'époque avec Pasteur Mérieux Sérum et Vaccins, qui s'appelle différemment, maintenant c'est Sanofi Pasteur. Nous avons également collaboré pendant une dizaine d'années avec le laboratoire Ipsen pour de la synthèse de molécules, de gyncolides et de la compréhension de mécanismes spécifiques dans le choc septique. Voilà, diapositive suivante. Entre 1992 et 2008, notre positionnement thématique était un petit peu particulier, puisque dans l'échelle des temps qu'a présenté Didier Gigmès,
la partie compréhension des processus radicalaires s'est vraiment située dans les années 80 et les années 90. Pourquoi? Parce que c'est à cette époque que ce qu'on a appelé le paradoxe de l'oxygène et le paradoxe du calcium en chirurgie cardiaque ont vu le jour, et qu'il y a eu un besoin très important dans les années 80 de comprendre ce que signifiait en fait tous ces troubles qu'on a appelés les troubles de la reperfusion, par exemple en chirurgie cardiaque, ischémie et reperfusion. Et en fait, la recherche de la compréhension de ces mécanismes en biologie s'est située dans ces années-là. Et donc, nous avons participé à cela à cette époque, donc sur la gauche, vous voyez, de la synthèse de sondes, s'entremêler évidemment dans ces histoires de formation de radicaux libres, par exemple dans le myocarde en ischémie-reperfusion, mais aussi dans les neurones, dans ces maladies neurodégénératives dont on ne comprenait pas très bien les tenants et les aboutissants à cette époque, le problème des modifications du pH intracellulaire dans différentes pathologies qui aggravaient en fait le problème du stress oxydant. Donc, dans les années 80, nous avons publié des travaux sur ce type de sujet et surtout, qui dit biologie, dit développement de modèles biologiques. La grosse difficulté à cette époque-là était de développer les modèles biologiques pour répondre en fait à cette demande de connaissances dans les années, on va dire 80-90. Voilà, diapositive suivante. Depuis 2008, nous avons un petit peu réorienté notre activité. Toujours pour évidemment faire. Nous étions passés de la démonstration des espèces radicalaires à la recherche de thérapeutiques et surtout à la recherche de marqueurs secondaires du stress oxydant. Donc ça passe vers par le développement de nouveaux réactifs. Ça passe par le développement de nouveaux tests d'évaluation des activités. Ça passe par le développement de kits et de nouveaux procédés d'évaluation d'antioxydants. Et évidemment, la capacité de faire marcher tout cela pour que cela puisse rentrer dans des études cliniques ou dans des nouveaux modèles du stress oxydant. En fait, pour pouvoir suivre un petit peu ce qui intéresse d'abord la recherche académique, mais également le partenaire industriel dans l'évolution des produits qui peuvent être proposés dans le domaine de la thérapeutique liée au stress oxydant. Diapositive suivante. Quelques exemples de marqueurs que nous suivons et d'expériences que nous proposons aux partenaires industriels actuellement. Le suivi de composés extrêmement importants qui en fait viennent de la dégradation des protéines, donc protéines carbonylées que l'on retrouve dans le plasma, dans les tissus, mais également d'enzymes clés comme par exemple la myéloperoxydase, mais également des méthodes revisitées parce que toutes ces méthodes pour déterminer en fait les concentrations en antioxydants, les concentrations en oxydants, les dégradations des protéines, les dégradations de l'ADN sont extrêmement difficiles pour les partenaires industriels à maîtriser. Et donc, nous proposons de revisiter un petit peu toutes ces méthodes et de proposer d'abord un service, mais également la possibilité sous forme de kit d'avoir accès pour eux à des méthodes simplifiées mais validées. Diapositive suivante. Et enfin, notre dernier axe de recherche depuis quelques années vient du fait que nous avons pu développer, pour répondre aux problématiques environnementales, donc la toxicité des polluants atmosphériques qui entraînerait bien sûr le stress oxydant et qui entraînerait l'aggravation de certaines pathologies, on va dire les pathologies de notre début de siècle, c'est-à-dire les maladies neurodégénératives et le diabète, particulièrement liés à la surexposition à des pesticides. Donc ces modèles que vous voyez là, avec ces souris qui sont exposées à des atmosphères réalistes d'aérosols de polluants qui sont représentatifs en fait des atmosphères que nous respirons par les mesures atmosphériques que nous avons pu faire en collaboration avec l'Institut éco-citoyen pour la connaissance des pollutions. Donc, cette étude académique de l'impact des polluants atmosphériques sur ces pathologies nous permet de collaborer avec des industriels qui s'intéressent, eux, aux purificateurs d'air, valider des techniques d'analyse et de filtration atmosphérique
et de capteurs de particules également, pour lequel, évidemment, il est très, très important d'obtenir en tant que citoyen l'installation à des endroits clés de développement industriel également, pour que on puisse protéger le citoyen tout en protégeant également l'activité industrielle. Voilà, j'espère que je n'ai pas débordé. Je vais présenter un panorama le plus rapidement possible de nos activités. Merci encore. Merci beaucoup, Dr Pietri. Je laisse maintenant la parole au Dr Stéphane Gastaldi. Je vais lui laisser aussi prendre la main pour présenter, donc qui est directeur de recherche CNRS et responsable de l'équipe chimie moléculaire organique, CMO, et qui va nous présenter son équipe. Voilà, c'est à vous, Dr Castaldi. Donc, merci. Bonjour à tous. Donc, je suis responsable de l'équipe CMO. Deux principaux axes de recherche sont développés par l'équipe chimie moléculaire organique. Le premier, très fondamental, a pour but le développement de nouvelles méthodologies de synthèse impliquant des intermédiaires radicalaires. Le second concerne l'étude du comportement des radicaux dans un environnement nanostructuré. Ce sont ces applications qui en découlent que je souhaite vous présenter aujourd'hui. Donc, les matériaux que nous utilisons pour ces études sont des silices de type SBA15, très connus en raison de leur structure en nid d'abeille. Elles sont préparées par le procédé Sol-Gel dans des conditions de synthèse directe, ce qui permet de positionner à loisir le précurseur de radical, soit à la surface des pores, soit dans les murs de la silus. Donc, nous sommes en mesure de contrôler d'une part la quantité et le positionnement d'une molécule organique et d'autre part la morphologie du matériau. Ces systèmes nous ont permis d'étudier le comportement des radicaux à très faible durée de vie, quelques dizaines de microsecondes en solution. Ces silices permettent d'augmenter les temps de vie de ces espèces furtives jusqu'à plusieurs jours et changent également certaines de leurs propriétés, telles que leur temps de relaxation. Mais je ne vais pas m'étendre sur l'aspect très fondamental de ces études. Ce qu'il faut retenir, c'est que les modifications des propriétés physico-chimiques sont liées au nanoconfinement. Donc le nanoconfinement a pour effet de stabiliser un intermédiaire transitoire en ralentissant les processus d'évolution. Ce phénomène a été utilisé pour des études mécanistiques. En effet, le ralentissement des cinétiques permet de caractériser des intermédiaires radicalaires par résonance paramagnétique électronique, par exemple. Ces systèmes peuvent également être utilisés pour la préparation de matériaux composites, qui sont des matériaux constitués de deux matériaux de nature différente. Donc, dans notre cas, la silice fonctionnalisée par des radicaux a un double rôle, celui de la charge inorganique, mais aussi celui de l'amorceur de polymérisation radicalaire. Cette approche permet d'obtenir des composites dans lesquels la charge est répartie de façon homogène. De plus, de par le processus de fabrication, les deux phases constituant le matériau sont liées de façon covalente, ce qui évite tout problème de relargage classiquement rencontré dans les composites. Donc, la protection d'espèces transitoires peut être mise à profit dans un autre domaine, celui des sondes biologiques. Comme preuve de faisabilité, nous avons conçu une silice mésoporeuse fonctionnalisée par une nitrone capable de mettre en évidence in vitro la production de l'anion superoxyde par des cellules neutrophiles. Comme l'a mentionné Olivier plus tôt, l'anion superoxyde est un marqueur très important du stress oxydant. Donc, la souplesse du procédé Sol-Gel permet de positionner précisément des molécules les unes par rapport aux autres, et notamment des radicaux nitroxyles, ce qui a permis de développer des agents de polarisation pour la RMN par polarisation dynamique nucléaire, qui est une technique qui pallie la faible sensibilité de la RMN classique. Donc, ces agents de polarisation originaux permettent par exemple le suivi de processus de cristallisation se déroulant dans les pores de cette même silice. Dans les perspectives de développement de ces silices fonctionnalisées par des radicaux, la possibilité
de modifier les temps de vie ainsi que les temps de relaxation de ces espèces ouvre la porte à des applications dans le domaine de la spintronique. Et je voudrais terminer par une application relative cette fois-ci à des silices fonctionnalisés par des molécules ne portant pas de radicaux, conçues pour interagir sélectivement avec un gaz. Ces systèmes permettent, par exemple, d'absorber sélectivement du CO2 par rapport à un autre gaz tel que le dihydrogène ou le méthane ou un mélange de gaz. Donc, pour conclure, les exemples d'applications que je viens de vous présenter reposent sur l'utilisation de silices mésoporeuses nanostructurées et fonctionnalisées de type SBA15 sous forme de grains d'une dizaine de micromètres ou de nanoparticules d'une centaine de nanomètres. Ces approches ont aussi été déclinées avec d'autres nanostructures de la famille des polysylsesquioxanes sous leur forme lamellaire, Leider, POS ou PIMOS. Ces structures inorganiques doivent être considérées comme des plateformes modulables à façon pour le développement de nouvelles applications. Donc, ces travaux très pluridisciplinaires sont développés en collaboration avec de nombreuses équipes. Elles sont soit membres de l'Institut de chimie radicalaire, soit ce sont d'autres labos en France ou à l'international. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Gastaldi. Merci beaucoup pour votre présentation. On va finir donc la présentation des équipes de l'ICER par la présentation de l'équipe chimie théorique, donc par le professeur Nicolas Ferré, qui est professeur d'Aix-Marseille Université, responsable de l'équipe CT. Voilà, c'est à vous, professeur Ferré. Je reprends la main si vous voulez. Ou... Comme vous préférez. Allez, je reprends la main. Hop. C'est parti. Merci bien, merci pour cette invitation et cette opportunité de présenter une activité qui va un peu être différente de celle que vous avez pu observer au cours des différentes présentations précédentes, puisque contrairement à ces autres équipes qui font partie d'ICR, l'équipe de chimie théorique est une équipe qui dédie son activité essentiellement à la construction de modèles. Donc notre équipe est située sur le campus de Saint-Jérôme. Elle compte 7 permanents et 13 postdocs que vous pouvez voir et étudiants en thèse que vous pouvez voir sur la photo de droite. Et donc, comme je le disais, et ça va être mon propos aujourd'hui, notre activité est dans la modélisation atomistique et la réalisation de simulations numériques haute performance. Alors, si vous pouvez aller au slide suivant, s'il vous plaît. Donc, pour résumer cette activité, j'ai choisi ces 3 photos et finalement une espèce de cercle vertueux qui est représenté au centre. Vous savez que les scientifiques aiment bien regarder la nature avec un œil un peu particulier. Cet œil permet de transformer cette observation en un certain nombre d'informations qu'on met sous forme mathématique, qui vous sont représentées en bas à gauche. Et notre travail à nous, chimistes théoriciens, c'est effectivement d'exploiter ces informations physiques et mathématiques pour en construire des modèles. Alors pour ce qui nous concerne, ça va être des modèles moléculaires, tels que ceux qui sont représentés sur la partie en haut à droite. Donc vous voyez une partie élaboration et représentation visuelle de ce que peut être un assemblage moléculaire particulièrement complexe. Et puisque effectivement ces modèles sont très complexes, ils font appel à de la physique qui est très complexe, la résolution des équations qui sous-tendent ces modèles-là nécessite de mettre en œuvre des algorithmes et des logiciels très gourmands en temps de calcul qui tournent sur des plateformes informatiques super puissantes qu'on peut retrouver aussi bien à l'université qu'au sein de grands centres de calcul nationaux ou européens. Et donc l'idée, effectivement, dans le dialogue qu'on peut avoir tous les jours avec des chimistes qui sont partenaires dans l'ICR, mais même au-delà, c'est effectivement de mettre en œuvre tous ces modèles-là de façon à en tirer des informations sous la forme de propriétés, sous la forme de résultats particuliers qu'on peut échanger, ensuite qu'on peut présenter et comme ça amorcer un dialogue avec nos interlocuteurs. Et puis, bien évidemment, on se nourrit aussi d'informations qui nous sont apportées par ces partenaires, expérimentateurs
pour la plupart du temps, de façon à améliorer sans arrêt nos modèles. Donc pour ce qui nous concerne aujourd'hui, j'ai choisi 2 exemples pour illustrer un petit peu ce processus, donc si vous pouvez passer au slide suivant. Et le premier d'entre eux est lié à un projet qui a été financé par l'Europe, un projet qui veut promouvoir le développement de technologies émergentes et qui est donc un projet multidisciplinaire qui va regrouper des chimistes, mais aussi des biologistes et un partenaire industriel dans le but de développer des plantes qui vont pouvoir se développer dans des conditions un peu extrêmes, notamment en situation de froid. Donc, dans le cadre de ce projet-là, qui s'appelle Boost Crop, l'idée, c'est effectivement d'étudier comment on peut éviter ce qu'on appelle le stress lié au froid lorsque ces plantes doivent se développer dans des pays plutôt nordiques. Et donc, l'idée de base est très simple. Le soleil est là et apporte de l'énergie sous forme de photons, sous forme de lumière. Cette lumière est absorbée par les plantes. Et plutôt que d'être gaspillé en différents processus à l'échelle moléculaire, l'idée c'est donc de mettre au point des systèmes moléculaires qui vont efficacement transformer cette énergie lumineuse en chaleur de façon à réchauffer la plante dans cet environnement particulièrement froid. Alors quel lien avec la chimie théorique? C'est que derrière ce concept-là, il y a effectivement des notions de structure électronique qu'il faut comprendre, qu'il faut maîtriser de façon à proposer des designs de ces systèmes-là qui vont favoriser ce chemin de conversion d'énergie lumineuse en énergie calorifique et donc minimiser les autres chemins de déperdition de cette énergie-là qui rentrent généralement en compétition. Et donc, une partie de notre équipe de chimie théorique, justement, est capable de construire ces modèles, de mettre en place ces calculs de structure électronique et de ce qu'on appelle de dynamique moléculaire qui vont pouvoir étudier comment ces candidats vont se comporter, comment finalement ils vont transformer cette énergie lumineuse en énergie de type calorifique. Donc ça, c'est un premier modèle dans un cadre européen avec une collaboration industrielle directe. Le deuxième exemple que j'ai choisi, qui est sur le slide suivant, va reprendre ce qui a été présenté par Stéphane Gastaldi dans sa présentation, à savoir quel type de modèle développé vraiment étendu qu'on peut construire dans notre équipe. Et donc reprend l'idée de ces silices microporeuses qui l'a déjà présenté pour répondre à un enjeu environnemental majeur, à savoir les processus de séparation. Alors ici, c'est effectivement typiquement le cadre de collaboration qui peut exister entre notre équipe de chimie théorique et la sienne, et qui vise, comme c'est montré ici, à mettre au point des systèmes basés sur des silices microporeuses qui vont permettre, par exemple, de séparer des alcènes et des alcanes. Alors, quel type d'information la chimie théorique peut apporter à ce genre de problématique? Comme je disais tout à l'heure, on va construire des modèles moléculaires de ces systèmes-là. Et l'idée, c'est d'extraire de ces modèles de l'information qui va pouvoir ensuite être utilisée par nos partenaires de façon à améliorer les procédés, à améliorer les systèmes candidats pour améliorer cette séparation alcène-alcane. Alors, quel type de propriétés? Ce sont généralement des propriétés moléculaires, comme c'est représenté par exemple ici sur la figure centrale, où on va distinguer sur une molécule les différentes parties de cette molécule qui vont être plutôt attractrices d'un point de vue électrostatique ou qui vont l'être beaucoup moins. Et en fonction finalement de la typologie de la molécule, de sa morphologie également et de ses différents substituants, on va chercher à modifier ce genre de propriétés de façon à ce qu'elles rendent le service qu'on attend d'elles. Et puis après, on a d'autres propriétés qui sont cette fois-ci bien plus facilement comparables avec l'expérience, comme par exemple l'énergie qu'il faut dépenser pour absorber ce genre de molécules à la surface de silice microporeuse et qu'on peut mettre directement au regard de résultats de calcul. Donc vous voyez, juste pour résumer, bien évidemment, il s'agit ici de recherche fondamentale. On n'a pas de résultats expérimentaux qu'on peut confronter directement à des besoins technologiques ou à des besoins industriels. Pour autant, on est là pour construire des modèles, les affiner de façon à produire de l'information qui va ensuite être très importante pour comprendre comment des mécanismes à l'échelle moléculaire peuvent impacter
des processus qui vont, eux, se décliner à l'échelle macroscopique. Merci à tous. Merci professeur Ferré, et puis merci aussi à tous les responsables des équipes de l'ICR. On a vu par la présentation de toutes les équipes de la pluridisciplinarité et de la complémentarité des expertises scientifiques de l'ICR. Voilà, on est presque dans les temps, avec un tout petit peu de retard, mais pour finir, je vais laisser la parole à Marie Feuerstein, qui va nous présenter comment la SAT Sud-Est valorise les inventions issues donc, de toutes ces recherches issues des multiples expertises de l'ICR. Donc Marie, c'est à toi. Je te laisse la parole pour une dizaine de minutes et je pense qu'on gardera, si vous le voulez bien, 5 à 10 minutes à la fin pour répondre à une ou deux questions. Voilà Marie, je te laisse la parole. Merci. D'accord, merci pour cette organisation, Stéphane, et cet échange, l'organisation de cet échange. Alors, moi, la présentation, je ne vais pas rentrer dans les détails du transfert de technologie, mais c'est aussi un point d'information, voilà, et certaines équipes, on travaille déjà avec, certains partenaires industriels également, et c'est pour montrer un petit peu, voilà, quelle est notre mission, en fait, de valorisation. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, le périmètre de la SAT Sud-Est, les SAT sont répartis de manière régionale en France. Et donc, la SAT Sud-Est couvre la région Sud. Donc, on travaille avec tous les laboratoires de recherche publique qui sont présents dans ce périmètre, en passant par l'Université d'Avignon, évidemment, Aix-Marseille Université, les UMR avec le CNRS et l'INSERM, l'Université de Toulon, la PHM, Centrale Marseille, l'Université de Nice et l'Université de Corté également en Corse, où on a une petite antenne qui gère directement les projets. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, la SAT Sud-Est et les SAT, globalement, ont été créés en 2012 dans le contexte du programme d'investissement d'avenir. Aujourd'hui, l'investissement d'avenir, c'est BPI France. Donc, on est membre du réseau des SAT, on travaille avec la région, les dispositifs européens de FEDER. Et on a également une certification ISO 9001 que l'on maintient. Et donc, en fait, on est un organisme privé à financement public qui est mandaté par les établissements qui sont actionnaires de la SAT pour travailler sur la valorisation, c'est-à-dire la protection des résultats par le dépôt de brevets ou autres titres de propriété intellectuelle, et ensuite le transfert de contrats de licence vers des partenaires industriels. Donc évidemment, ce sont des étapes incertaines qui demandent, qui constituent une prise de risque assez importante de l'investissement qui va être fourni pour faire ce transfert de technologie en temps, en argent, l'investissement dans les brevets, par exemple, et en activité. Et donc, on essaie, quand on a des résultats que l'on va étudier pour le transfert de technologie, de mettre en place une équipe projet qui va travailler, qui inclut évidemment le chercheur et des personnels de la SAT. On travaille avec donc un chargé de transfert de technologie qui suit le projet depuis le début sur tout son processus de transfert, un juriste et un ingénieur brevet. Voilà, pour accompagner au mieux le projet et pour avoir un succès. Et on sait que le risque est important d'arriver à un transfert positif et de concrétiser donc par une licence. Oui. Oui. Continue, Marie. Ah, pardon, je croyais qu'il y avait un souci. On peut passer à la slide suivante. Donc, il y a plusieurs étapes. On fait d'abord les études de propriété intellectuelle pour protéger au mieux les résultats. Ensuite, on va partir sur des programmes de maturation si on a besoin, c'est-à-dire de développer un petit peu la technologie pour qu'elle réponde à un besoin identifié sur le marché, et ensuite trouver la bonne forme juridique, c'est-à-dire le bon contrat qui va permettre de donner des droits d'exploitation à un acteur socio-économique, un partenaire industriel. Tu peux passer.
Encore. donc, les 3 temps, on va les voir un petit peu plus en détail. La première étape, c'est la déclaration d'invention. Les chercheurs, ils nous envoient une déclaration d'invention où ils nous contactent en nous disant on a des résultats, on aimerait voir si potentiellement c'est brevetable. Mais la porte d'entrée pour la SAT, c'est la déclaration d'invention. Elle est remplie par les inventeurs, donc les chercheurs dans les laboratoires. Elle est transmise au service de valorisation des universités qui, à partir de là, font des premières études des universités ou centres de recherche, CNRS, qui vont faire les premières études et ensuite nous mandatent pour vraiment travailler sur le projet. À partir de là, on peut commencer à investir des ressources pour lancer des études de brevetabilité, pour déposer des dépôts de demande de brevets ou autres titres de protection. Donc, dans le temps 2, donc, on va essayer de développer au maximum les résultats pour trouver un besoin auquel l'invention pourrait répondre, un besoin industriel en fait. Donc on fait le lien entre les industriels et les résultats en laboratoire et essayer de développer au mieux la technologie, soit modifier le procédé, soit enlever une étape qui est bloquante dans du scale-up, voilà, améliorer des propriétés. Et pour ça, donc, on a des financements de maturation qui permettent de répondre à ces questions que l'on va se poser en discutant avec les industriels. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, on va prendre le risque financier pour aller voir si on peut répondre à cet objectif technique. Et si on est en partenariat avec un partenaire industriel, ben voilà, on va financer le risque. Si ça fonctionne après eux, on va leur donner des droits d'exploitation et on va discuter des conditions financières. Et si ça ne fonctionne pas, ben on a pris ce risque technologique. Tu peux passer, voilà. Et ensuite, donc voilà, l'idée c'est de transférer des licences d'exploitation pour voilà, développer de nouvelles activités, que les résultats de la recherche publique puissent être utilisés dans des applications industrielles, des produits et l'idée, c'est voilà, de développer un petit peu aussi l'activité socio-économique de la région ou en France. On travaille avec des partenaires industriels français en priorité. Et bien sûr, ça vient en parallèle des collaborations industrielles. Hein. On a vu que le laboratoire a beaucoup de collaborations industrielles face à cet institut avec toutes ces différentes équipes. Et du coup, dans ce cadre-là, nous, on n'intervient pas. C'est des projets de collaboration où les entreprises déposent leur propre titre de propriété intellectuelle. On peut intervenir sur des accords de copropriété d'exploitation, mais ce n'est pas nous qui allons gérer la propriété intellectuelle dans ce cadre-là. Mais voilà, c'est un système parallèle qui vient compléter et apporter des choses un petit peu d'une manière différente vers le monde socio-économique. Donc là, ça résume un petit peu le processus. D'abord, il y a une déclaration d'invention. On peut aussi partir d'un besoin industriel, aller voir une équipe. C'est pour ça que c'est important qu'on connaisse au mieux ce que font les équipes, parce que parfois on est en contact avec des industriels qui ont des demandes, des besoins, et on essaie de relayer vers les laboratoires pour savoir s'il y a des choses ou pour mettre en relation, s'il n'y a pas de résultat, vers d'autres modèles. Ensuite, donc, il y a la déclaration d'invention, toutes les études de propriété intellectuelle, études de marché, preuves de concept, les possibilités de financer des projets de maturation, du transfert vers des entreprises existantes ou vers la création d'entreprises, qui est aussi aujourd'hui très en vogue de développer des startups à partir des résultats de la recherche publique, de se lancer dans ce modèle-là de création et qui est très stimulant. Tu peux passer. Voilà, donc ça c'est juste une petite slide résumée qui explique effectivement on a aussi des offres spécifiques pour accompagner les chercheurs lorsqu'ils souhaitent se lancer vers la création d'entreprises. Les chercheurs ou même les doctorants aujourd'hui avec BPI, il y a de nouvelles offres qui sont mises en place, AIPHD, des concours d'innovation, voilà, pour aider et pour stimuler même les jeunes docteurs à aller vers la création d'entreprises. Donc voilà, il y a beaucoup de stimulation autour de ça avec notamment BPI. Tu
peux passer. Donc là, j'ai mis vraiment quelques exemples, mais c'est très rapide. De toute façon, on peut voir en cherchant sur les bases de brevets, les nombreux brevets qui ont été déposés par l'Institut, que ce soit en collaboration avec des partenaires industriels ou avec d'autres universités. Du coup, vont être gérés par d'autres SAT, qui peuvent être gérés par d'autres SAT. Là, j'ai mis juste quelques exemples de brevets qui sont en gestion donc, avec la SAT Sud-Est. On a vu Olivier Wary tout à l'heure présenter ses résultats. Il y a eu plusieurs demandes de brevets déposées sur le sujet et aujourd'hui il y a donc notamment en lien avec des agents de polarisation pour la RMN du solide. Donc, il y a aujourd'hui des produits commercialisés sous le nom de TechPol et Amulpol qui sont issus donc, de ces brevets. Avec l'équipe CROPS aussi, il y a pas mal de brevets qui ont été… Didier Guigmès en a parlé par rapport aux copolymères à bloc anionique pour les batteries lithium-métal polymère. Sur ce projet, on avait financé un programme de maturation. Aujourd'hui, il y a des discussions en cours avec un partenaire industriel pour l'exploitation et le maintien de ces brevets. D'autres demandes de brevets qui sont en cours, qui ont notamment en collaboration avec donc d'autres équipes, d'autres laboratoires, le Madirel, l'IMBE ou l'IM2NP. Et j'ai mis également un exemple, par exemple, de brevets qui sont en copropriété avec une PME régionale, Geminov, pour lesquels on a accompagné l'équipe pour l'accord de copropriété et d'exploitation, qui est donc un brevet qui porte sur les procédés de fabrication de membranes non toxiques de microcapsules. Voilà, ça c'était un exemple où il y a eu de la publicité dans les journaux, donc on pouvait en parler. Là, j'ai fait juste une copie d'écran. Alors, on voit Didier Guigmès qui apparaît surligné parce qu'il est directeur, donc j'ai fait en recherchant. Donc voilà, sur les espaces brevets, on peut déjà retrouver très rapidement une quinzaine de demandes de brevets qui sont en vigueur et qui ont été déposées depuis 2013. Donc un laboratoire, un institut très actif sur cet aspect-là. Je vous remercie pour votre attention. Oui, j'avais mis une dernière slide, sur les résultats globaux de la SAT Sud-Est depuis sa création, donc avec de nombreuses déclarations d'invention, actifs de propriété intellectuelle, projets en maturation, également création de start-up, des licences signées avec des entreprises existantes ou des start-up et des montants investis en maturation. Je vous remercie pour votre attention. Merci Marie, merci beaucoup. Le temps passe vite, donc il est 12h30, on arrive au terme de ces présentations riches, très riches des équipes de l'ICR et de la SAT Sud-Est. Je pense qu'on peut prendre le temps quand même pour quelques questions. Donc, je propose de passer la parole, s'il le souhaite, à Bernard Vigne qui avait une question. Donc, peut-être c'est plus simple s'il la pose directement. Je ne sais pas si Monsieur Vigne veut prendre la parole. Sinon, Ah, on ne vous entend pas, Monsieur Vigne. Ah. Bon, je vais poser la question pour vous alors. Donc, la question de Bernard Vigne, qui dit que nous sommes face aujourd'hui à de nombreux polymères présents dans l'environnement, dont la dépolymérisation sélective présente un gros enjeu industriel pour récupérer des monomères réutilisables afin de resynthétiser des polymères neufs. Les processus radicalaires permettraient-ils une dépolymérisation avec une telle sélectivité? Est-ce que déjà, oui, est-ce que c'est le cas et avez-vous engagé des programmes avec des industriels sur ces voies? Je ne sais pas qui peut répondre. Je peux prendre la parole, c'est Didier Guigmès. Oui. C'est une question très intéressante. C'est en réflexion chez nous. On sait que ça se fait par des méthodes organométalliques, par exemple. Par voie radicalaire, c'est en réflexion. On n'a pas encore engagé de programme là-dedans, ni avec des industriels, ni sur le plan académique. Alors, indirectement, on travaille dans le domaine de la dépolymérisation, mais par des méthodes qu'on appelle photothermiques. C'est-à-dire qu'on sait que le polyméthacrylate de méthyle, par exemple,
On peut le dépolymériser par voie thermique, mais généralement, il faut atteindre des températures assez élevées. Et ce qu'on aimerait faire, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est d'utiliser des chromophores, des composés photosensibles qu'on va mettre dans le PMMA. Et ces composés photosensibles, lorsqu'on les irradie, ils passent à un niveau excité, et quand ils se désexcitent en émettant de la chaleur. Donc, c'est plutôt que d'utiliser un four, par exemple, pour dépolymériser thermiquement un polymère, on souhaite faire une dépolymérisation thermique, mais pas en utilisant un four, en utilisant la lumière. Ça coûte moins d'énergie en termes de source d'énergie. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est à la synthèse du polymère qu'on pourrait mettre des chromophores entre les monomères, finalement, qui pourraient dépolymériser proprement le polymère initial, quoi, c'est ça? Alors, sur cette approche-là, on n'a pas besoin de l'insérer dans le polymère. On peut le mélanger directement. C'est un chromophore qui serait dispersé dans le polymère. Et le fait de l'exciter, on va passer à un niveau énergétique supérieur. Et au moment de la désexcitation, il revient à l'état fondamental en émettant de la chaleur. En fait, c'est comme si on avait une source de chaleur dissipée déjà dans le polymère. D'accord. Sur un PMMA existant, est-ce que c'est quelque chose qui serait envisageable industriellement d'attaquer cette voie? Alors, pour l'instant, on est au niveau académique, mais on l'espère, oui, on l'espère. D'accord. Ok, je vous remercie beaucoup. Merci, monsieur Ving. Désolé, je vous ai réactivé le micro, c'était moi qui... C'était ma faute. Merci beaucoup. Voilà, moi juste peut-être une question un peu, en regardant les présentations de toutes les équipes, on voit du coup que les axes de recherche couvrent des champs d'expertise pluridisciplinaires et assez complémentaires. Il y a de nombreuses collaborations qui se font avec d'autres instituts nationaux, internationaux, on le voit, avec des entreprises. Mais l'avantage de l'Institut d'avoir ces champs complémentaires, est-ce que ça facilite le montage de projets pluridisciplinaires inter-équipes au sein de l'ICR? Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de projets multidisciplinaires, mais qui sont entre les équipes de l'ICR? Est-ce que c'est quelque chose qui facilite le montage de projets avec, je pense par exemple, juste un exemple, je vois le labo de fabrication d'actifs, et puis avec donc les technologies sur les polymères ou autres, on peut développer des drug delivery systems, voilà, des choses de ce type-là. Oui. Alors, je peux peut-être commencer à répondre, et mes collègues compléteront si besoin. Alors, c'est vrai que nous, on est une unité centrée sur une thématique. Et finalement, c'est de plus en plus rare, parce que les unités ont tendance à grossir en nombre de permanents, en nombre d'équipes. Et nous, on a cette chance, c'est d'avoir tous un point commun, c'est la chimie radicale. Avec un continuum de compétences, comme vous avez pu le voir, de la synthèse organique, de la chimie des polymères, des compétences en biologie, également en pharmacochimie, en chimie théorique, en caractérisation. Et on a aussi une politique incitative au sein de l'unité pour faire émerger de nouveaux projets, pour favoriser les interactions entre les équipes. Et donc oui, régulièrement, on répond à plusieurs d'entre nous, à des appels à projets, pour pouvoir offrir, je dirais, la réponse la plus complète et la plus pertinente possible à une problématique académique ou industrielle. D'accord, oui, c'était le sens de ma question. Alors, on sait que ça peut accélérer des fois le développement de projets. Écoutez, je ne sais pas si... Je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un veut poser une question. On peut prendre une dernière question. Sinon, il est 12h40, donc on arrive au terme de ce webinaire. Peut-être juste dire... Oui, pardon. Petite question. J'ai un problème avec Charles. Là. Le web ne marche pas très bien, je pense. Et donc, ma question, c'est effectivement les compétences de laboratoire, nous on les connaît. Ce qu'on aimerait, c'est savoir les demandes des industriels, parce que c'est vrai qu'il y a peut-être des besoins de la part des industriels. Ce n'est pas les problématiques. Comment faire pour relier les deux? Comment valoriser effectivement le
de connaissances Oui, des pratiques rencontrées et nos compétences. Oui, Monsieur Audran, oui, alors je crois avoir compris. Et de faire ce lien. D'accord. Ça coupe, alors ça coupe, mais en effet, je crois avoir compris votre question qui s'adressait à moi. Comment effectivement faciliter le lien entre la richesse des expertises des laboratoires et les besoins des entreprises? Alors déjà, je dirais que c'est aussi le rôle de ces webinaires qui sont de mieux faire connaître toujours mieux les expertises des laboratoires aux entreprises. Voilà, un premier niveau d'information. Après, il y a le rôle des structures comme la SAT Sud-Est et avec lesquelles la Novachim travaille en étroite collaboration, qui sont d'accélérer donc le transfert de technologie des labos vers l'entreprise via la valorisation des inventions. Après, voilà, je dirais que comment améliorer, remonter les besoins des entreprises vers les laboratoires. Le but, c'est de faciliter justement ces échanges d'informations, ce lien, donc via les webinaires. Et puis après, nous c'est pareil, la connaissance des labos et la connaissance d'entreprise, c'est ensuite, au cours des différentes animations, ateliers, échanges que nous avons, ou sur les projets que nous avons avec les entreprises qui font partie de notre réseau, c'est d'être capable ensuite de les orienter vers des expertises de laboratoire qui pourraient leur permettre d'avancer leur projet de développement. Voilà. Donc je dirais que c'est un peu, voilà, c'est le rôle, c'est pour ça qu'on a mis en place ce cycle de webinaires, et puis d'une manière générale, c'est faciliter les interactions, les échanges, comme aujourd'hui, entre les laboratoires et les entreprises, et comme ça, de créer des synergies. Voilà, donc ça fait le lien avec voilà, la dernière slide que je voulais présenter. Nous, Novachim, on est une structure qui accompagne les entreprises dans le développement de leurs projets innovants. Donc, il y a des aides aux projets collaboratifs existent entre les laboratoires et les entreprises à tous les niveaux de développement. Donc là, j'ai mis des exemples d'opérateurs et puis de financeurs. On est là pour faire le lien et pour accompagner donc les entreprises et les laboratoires dans la recherche de partenaires et de financement adapté. Donc, c'est un travail de tous les jours, et le webinaire d'aujourd'hui, c'est un des moyens d'accélérer la mise en place de nouveaux partenariats. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question, Monsieur Audran. Je pense qu'on arrive au terme du webinaire. Je remercie tous les participants qui ont assisté à ce webinaire. Un dernier mot pour dire que si elles souhaitent se rapprocher de certaines équipes de l'Institut de chimie radicalaire, donc elles peuvent les contacter directement, mais qu'elles n'hésitent pas aussi à passer par nous, par Novachim, si elles ont des besoins, des questions. Nous, on est là justement pour les mettre en relation avec le laboratoire, pour faciliter donc ces mises en relation. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter directement. Voilà, j'ai mis mon contact dans cette dernière page. Et un dernier mot pour dire qu'il y aura d'autres rendez-vous à venir avec d'autres laboratoires de la région cette année. Donc, nous vous communiquerons les prochains webinaires. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier tous les intervenants, donc les équipes de l'ICR, Marie pour la SAT Sud-Est, pour leur présentation. Merci à vous. Merci à vous. Et remercier les participants. Merci. Voilà, et puis vous souhaitez une très bonne journée et à très bientôt.